La pluie et le beau temps. Bonsoir à tous, hello. On se retrouve comme d'hab dans votre magazine d'actu, culture et société tous les mardis 19h-21h. Moi je suis toujours So Spencer, votre go so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu, alors comme tous les mardis ça change pas. Venez passer 2 heures agréables avec nous. Vous pouvez nous écouter aussi, nous regarder sur move.fr. En plus on est jolis, regardez-nous. Comme d'hab je suis avec Florence qui a bien bronzé. Et Leïla, très jolie, on aime beaucoup. Merci. Ça va les filles? Ouais, très bien. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, c'est le retour d'un scandale qui a fait grand bruit cette semaine. La liste des complices ayant participé au trafic sexuel sur mineurs dans l'affaire Jeffrey Epstein est sortie. Ces révélations, elles ont remis sur le devant de la scène une affaire encore connue mais cachée depuis plus de 20 ans. Forcément, cette histoire qui mélange élite culturelle, gros sous et pédophilie passionne la sphère et surtout les théories du complot. Qui dit janvier dit mois des sobriétés. Le Dry January, c'est une initiative de santé publique qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant 1 mois. Si une personne sur 10 joue le jeu, en réalité, le gouvernement n'est pas vraiment favorable à ce défi en France, qui reste quand même le premier producteur de vin mondial. Janvier, c'est aussi le mois d'autres défis, comme le January, qui consiste à ne pas s'épiler du tout. On reviendra justement sur ces nouveaux défis du début d'année. Le Conseil constitutionnel se prononcera le 25 janvier sur la loi immigration adoptée mi-décembre malgré toutes les controverses. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir sur les points principaux. Flo, tu vas nous expliquer ce que le Conseil constitutionnel prévoit de modifier. Et toi Leïla, tu vas nous parler de la place de l'extrême droite aujourd'hui en France. Donc restez bien connectés. À seulement 13 ans, il réussit l'exploit de terminer le jeu Tetris sous le pseudo Blue Scotty. C'est l'ado c'est le premier humain à avoir réussi cet exploit en 35 ans. On reviendra sur l'histoire rocambolesque du créateur de ce jeu mythique et on verra aussi que Tetris peut même avoir des vertus thérapeutiques pour lutter contre certains traumatismes. Donc du coup, tout ça et bien plus encore, c'est dans la pluie et le beau temps. C'est parti. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Alors c'est une affaire qui date pas d'aujourd'hui et pourtant c'est la semaine dernière qu'elle est revenue sur le devant de la scène. L'affaire Jeffrey Epstein, en gros c'est l'histoire d'un milliardaire américain qui est aujourd'hui décédé, mais il est soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de jeunes femmes mineures aux États-Unis et en Europe pendant des décennies. Alors pour ceux qui savent pas qui il était ou du moins qui n'ont pas encore entendu parler de ce scandale, faut savoir que Jeffrey Epstein il a fait fortune dans la finance avec une richesse estimée à environ $1,5 milliard en 2019, donc au moment de sa mort par pendaison en prison. Le financier était clairement une personnalité très influente à New York. Lui, il était ami avec plein de personnalités. Je vous parle de Bill Clinton, Donald Trump ou encore le prince Andrew, donc le fils de la reine d'Angleterre. Et cette affaire, elle est très très sombre. Elle a commencé entre 2002 et 2005. En tant qu'homme extrêmement riche et puissant, il avait plusieurs résidences et même une île à lui, l'île qui s'appelait St. James. Tu vas nous en parler, Flo. Et dans cette île, en fait, il faisait venir des mineurs qui sont au début rémunérés pour des massages, donc comme une sorte de job étudiant. Mais bien souvent, ça se terminait en pratiques sexuelles et en viol. On écoute justement Sarah, une victime, raconter son calvaire. Ça a commencé par des massages. Des filles le massaient devant nous. Plus tard, j'ai été convoquée. On m'a demandé d'aller dans sa chambre, sur sa table de massage. Et il a abusé de moi. Il m'a violée. Alors c'est horrible et avant que cette affaire elle éclate en 2019, il faut savoir que Jeffrey Epstein avait déjà été accusé plus de 10 ans auparavant en Floride pour les mêmes actes, mais comme c'était quelqu'un d'extrêmement puissant, en fait il avait passé un accord controversé avec le procureur fédéral chargé de l'affaire et il avait été condamné que pour des faits secondaires. Donc clairement il a vraiment échappé belle. Et en 2019 du coup ça repète et après une enquête qui a eu lieu sur plusieurs années, il est arrêté le 6 juillet 2019, il est inculpé 2 jours plus tard pour exploitation sexuelle de mineurs et d'associations de malfaiteurs. Il risque à ce moment-là très précisément 45 ans de prison, mais encore une fois, il est passé entre les mailles du filet. Le 10 août 2019, il est retrouvé pendu dans sa cellule. Alors son ex-compagne, complice aussi, Ghislaine Maxwell, est finalement condamnée à 20 ans de prison pour complicité de trafic sexuel, elle, le 22 juin 2022. Retour du coup sur la mort de Jeffrey Epstein en 2019. Samedi, le milliardaire est retrouvé pendu dans cette prison new-yorkaise. La veille, la déposition d'une des victimes présumées était rendue publique. Elle y détaillait les agresseurs supposés qui auraient profité du système mis en place par Jeffrey Epstein. Des personnalités très influentes, un prince anglais, des politiques ou encore des hommes d'affaires.
Alors justement, on parle de ces personnalités importantes et la semaine dernière, le 3 janvier très exactement, la justice américaine a déclassifié des documents qui sont liés à tous ces crimes sexuels du milliardaire et dedans, on compte près de 200 noms liés de près ou de loin à Epstein. Ils ont été publiés, donc parmi tous ces gens qui sont allés sur l'île Little St. James, on retrouve Donald Trump, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bill Clinton, le prince Andrew, mais il y a d'autres noms qui sont plus surprenants comme par exemple David Copperfield, le magicien. J'ai lu Michael Jackson, Naomi Campbell, Woody Allen, Jay-Z, Beyoncé, enfin il y a plein de noms. C'est catastrophique. Ouais, c'est un délire. Mais du coup, impliqués. On peut pas vraiment dire qu'ils sont impliqués. En tout cas, ce sont des gens cités et ce sont des gens qui sont allés sur l'île. Il y a tous les profils en passant par les témoins, les stars, les employés. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce qui s'est déroulé sur cette île, c'est très très sombre, forcément. Alors que c'est hyper paradoxal parce que c'était une île paradisiaque. Et cette île, finalement, on l'a renommée l'île de la pédophilie. Atroce. Alors, du coup, petite question, après sa mort, qu'est-ce qui est devenu cette île? Parce que c'est vrai que c'est super compliqué après, tu vois, de revendre un lieu où il y a des choses atroces qui se sont déroulées. C'était un cadeau empoisonné. C'est ça, tu vois, il y a une âme, il y a une histoire, enfin, c'est chelou, quoi. Du coup, Flo, est-ce que tu sais, toi, ce qui s'est passé après sur cette île? Ouais. En gros, en mai 2022, le milliardaire américain Stephen Dekoff a racheté l'île, du coup, de Little St. James de Jeffrey Epstein pour 60 millions de dollars. Wow. Du coup, comme tu disais, c'est une île paradisiaque de 30 hectares à la végétation luxuriante qui est posée sur les eaux turquoises des Caraïbes et en plus à 15 minutes en bateau de l'aéroport de Saint-Thomas qui relie New York en 3h30, donc pratique. Et ce gars, en fait, il l'a transformé en un énorme resort de luxe. Donc c'est pas sûr que la peinture puisse effacer la mémoire des lieux, mais en tout cas, il y a des photos qui ont été publiées par The Post où on y voit que tout a été refait en blanc, un peu style grec, et on s'imagine bien des DJ sets en bord de mer et tout. Ouais. Le projet final, en tout cas, est attendu pour l'année prochaine, et moi, je me demande si des gens iront faire la bringue là-bas, mais ça m'étonnerait pas puisque quand l'île a été délaissée, elle s'était muée en un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'urbex, les influenceurs et les touristes en manque de frissons. Est-ce que vous, ça vous choque, les filles, qu'on puisse aller faire la fête sur ce genre de lieu, et est-ce que vous pourriez y aller, vous? Alors, moi, ça me choque, je trouve ça déplacé de fou, en fait, et j'irai jamais. Vraiment, je peux pas. C'est mort. Pareil. Mais attends, mais il y a une histoire, c'est glauque à la mort, c'est peut-être paradisiaque, mais je veux dire, des lieux paradisiaques, il y en a partout. Ouais, il y en a partout dans le monde. Mais tu sais quoi, je suis sûre que ça va cartonner. Mais moi aussi, mais pareil, je dirais jamais de la vie, mais dans ce bas monde, les gens sont fascinants. Voilà. Parce qu'en fait, se rendre sur des lieux de catastrophe, c'est hyper hype et ça a même un nom, ça s'appelle le dark tourisme. Grosso modo, ce concept, il a été théorisé par les chercheurs Malcolm Foley et John Lennon en 1996, et ce tourisme macabre consiste à voyager pour visiter des espaces étroitement liés à la souffrance ou à la mort. Certains préfèrent le nommer tourisme de la désolation plutôt que dark tourisme et l'associer à une chute sociétale sur le plan moral, en fait. La question soulevée, c'est évidemment, qu'est-ce qu'en penseraient les victimes, tu vois? Clairement, ça se comprend, en fait, ça craint, tu vois. En plus, ça a pris de l'ampleur récemment à cause des plateformes de streaming et des réseaux sociaux parce qu'on cultive, en fait, un certain goût pour le sensationnel. Mais complètement. Et en fait, c'est vieux comme le monde. Enfin, dès l'Antiquité, on l'observait avec les gladiateurs. Puis au Moyen-Âge, avec le spectacle des exécutions publiques aussi. Mais aujourd'hui, on le médiatise, en fait. Et le pire, c'est qu'il suffit d'une simple recherche sur Internet pour avoir la masse de top des destinations les plus dérangeantes. Parmi elles, on peut trouver par exemple en Lettonie. Donc c'est une expérience qui consiste à passer la nuit dans l'ancienne prison militaire de Karosta et d'être traité comme un détenu. Sympa. Mais en fait, les gens cherchent du frisson. Non, mais c'est n'importe quoi. Ils cherchent à souffrir. En fait, je crois que dans l'expérience, t'as un interrogatoire comme un détenu. Mais quel est l'intérêt? Mais vraiment, je comprends pas certaines personnes. Après, tu vois, on est dans une période contemporaine qui offre de nouvelles perspectives. Tchernobyl, par exemple, c'est le cas d'école par excellence. D'ailleurs, tu parlais des plateformes de streaming. Après la série, les réservations ont bondi de 40%. Donc le site, alors que le site, il est encore radioactif. Mais qui fait ça? Mais pourquoi faire pour avoir la thyroïde? Genre, je comprends pas vraiment, mais sérieux. Non, mais vraiment, ça m'énerve. Et aussi, il y a la pauvreté qui fait recette. Ouais, les bidonvilles de Rio au Brésil sont archi prisées. On propose aux clients de faire une visite guidée dans les ruelles des favelas et certains signent même pour dormir là, du coup, au cœur de la misère, histoire de ressentir un peu, tu vois, d'empathie avant de retourner dans leur petit appart cosy. Et en tout cas, des exemples, il y en a énormément, tu vois, parce que le tourisme noir, c'est un peu un fourre-tout, en fait, et ça peut contenir des événements qui n'ont rien à voir sur le plan éthique. Donc on peut considérer, par exemple, que visiter la zone 51, ça en fait partie. Elle est célèbre pour ses fantasmes autour des aliens. Et du coup, en fait, vu que s'en approcher est interdit, ça en fait partie. Mais c'est moins
désolant qu'en fait, tous les exemples que j'ai cités plus haut sur le plan éthique, tu vois. Est-ce que vous en avez déjà fait du tourisme noir ? Non, parce que moi je suis plutôt du genre à fuir. Genre si c'est passé quelque chose de très grave ou de très triste dans un endroit, je sais que même les lieux type catacombes, même de Paris. Ouais, par exemple ça m'intéresse pas. Mais c'est comme un truc tout bête. Le Bataclan, j'ai plus fait de concert dedans oui, je comprends. depuis les attentats. Mais je comprends. Parce que je me vois pas forcément aller m'amuser dans cette salle-là, alors que au contraire il y a plein de gens qui se disent mais non en fait c'est justement et montrer qu'on n'a pas peur et que je suis totalement d'accord, l'art et que la culture ça passe au-dessus. Mais je sais pas, moi c'est un truc. Non, le Bataclan, je trouve que c'est un très bel exemple parce que pour moi il y a une âme. Enfin, je pourrais pas oublier qu'il y a des gens qui sont littéralement morts là où moi je suis en train de danser aujourd'hui, j'y arriverai pas. Donc pour le Bataclan, non. Par contre, pour les lieux plutôt historiques, oui. Je sais qu'en Afrique, donc au Togo et au Sénégal, j'ai visité la maison des esclaves parce que déjà l'île de Gorée au Sénégal c'est obligatoire, mais c'est juste pour un devoir de mémoire, tu vois. Donc c'est vraiment quand c'est historique, ça m'intéresse. J'ai aussi visité un camp de concentration en Alsace quand j'étais au collège, c'était Struthof. Et là, pour moi, c'est différent. Mais par contre, aller dans une favelas où encore aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, alors que moi, je vais rentrer tranquillement à Paname. Je vais dormir au milieu de salle avec des autres. En mode expérience, c'est comme si j'allais tenter un saut en parachute, tu vois. C'est ça. Non, pas du tout. Pas sur la misère des gens. Moi, comme toi, j'aimerais bien visiter le camp d'Auschwitz, tu vois. Mais en fait, la limite, elle est hyper fine entre le voyeurisme malsain et le du dark tourisme et le tourisme de mémoire dont tu parlais. Même si certaines personnes, quand elles visitent le camp d'Auschwitz, par exemple, elles se photographient tout sourire sur les rails, ou même elles volent des bouts de barbelés, parfois, c'est horrible. Et en fait, ce qui change, c'est vraiment la démarche pour laquelle tu vas dans ce genre de lieu, donc ton état d'esprit, parce qu'il y a quand même une part des gens qui s'y rendent pour voir ce que l'humanité a été capable de faire et du coup s'en imprégner, tu vois. Oui, et du coup, dans ce cas-là, la visite, elle est gratuite. Exactement, et c'est un aspect à prendre en considération, puisque ce qui rend ce tourisme noir macabre, c'est aussi le fait de faire d'un lieu tragique un endroit permettant de générer de l'argent. Dans le cas de Tchernobyl, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, l'État touche une rétribution. Et d'autant plus que, au-delà de l'État, il y a aussi des créateurs de contenu qui en font la promotion, comme en témoigne Mamie Twink en immersion. Là, on est dans une pièce du laboratoire où il reste tous les produits chimiques que tu utilisais. Donc, j'imagine que c'était pour le traitement des bandes magnétiques ou autres. Alors, il faut faire attention parce que, bien évidemment, il y a du métal rouillé partout et on est dans des combinaisons étanches. Donc, il faut surtout pas déchirer nos combinaisons étanches. Parce que sinon, on risquerait la contamination. Et comme d'habitude, moi j'ai regardé les commentaires sous son petit documentaire à ce jeune homme, et il y en a un qui a retenu mon attention, c'est quelqu'un qui dit « ça donne envie d'y aller, ça me fait penser au film Je suis une légende ». Et moi j'ai trouvé ça hyper triste de dire que maintenant on est tellement aseptisé par les anciens faits catastrophiques et toutes les tragédies qu'on les compare à de la fiction. Donc je trouve ça hallucinant. Le mec il va dans une zone radioactive, tout ça pour le voyeurisme. Moi c'est surtout cet aspect-là, tu vois, qui me dérange en fait. Il y avait une histoire avec un youtubeur au Japon qui s'était filmé dans la forêt des suicides. Donc c'est une forêt où il y a des gens qui vont se suicider et qui avait filmé des cadavres et tout, et il avait été banni de YouTube à cause de ça. Mais même ça, c'est dans leur annonce de dire vous pouvez croiser des crânes. Mais je suis sûre que ça avait fait grave des vues. Non, mais ça avait fait beaucoup de vues, mais bon, ça a été strike parce que c'était du coup inapproprié et choquant, tu vois. Mais juste, je me suis dit, son métier c'est de faire des vues, donc il s'est dit punaise mais je vais aller là, je vais faire un toujours buzz de fou, tu vois. C'est ça. Et ce mec là il fait toujours des vidéos aujourd'hui. Mais tu vois là, c'est ouf que t'en parles Florence, parce que je te jure qu'il n'y a pas plus tard que 4 jours, j'ai une story time à vous raconter et c'est réel. Incroyable. Moi j'ai une pote en ce moment, elle est en vacances à Dakar. Et elle est repartie sur la fameuse île de Gorée, parce que c'est quand même un must quand on a des origines africaines de savoir l'histoire de l'esclavage, etc. Et elle m'a fait un audio, elle m'a dit mais je suis trop vénère parce que j'ai vu plein de gens se prendre en photo devant la porte de l'allée sans retour. Donc pour ceux qui savent pas, c'est l'endroit où les esclaves étaient envoyés donc pour ne plus jamais revenir en fait. Il y a des gens qui se prenaient en photo en mode tout sourire, tu vois, genre et devant les cellules, parce qu'il y avait plusieurs cellules pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, etc. Et elle était genre mais hyper vénère, et on en parlait il y a 4 jours et elle me disait j'ai trop le seum, il faudrait qu'il y ait des règles, il faudrait qu'il y ait des tu vois des espèces de vigiles ou quoi pour contrôler le comportement des gens, parce que c'est juste un cimetière en
en fait. C'est juste un cimetière, il y a une histoire, c'est très très grave ce qui s'est passé, tu vois. Et c'est ouf parce que finalement, c'est ça le dark tourism. Du coup. Ah, c'est incroyable. Il est 19h15, vous écoutez La pluie et le beau temps, les dos qui décrit toute l'actu, culture et société sans tabou. Alors nous, on parle de l'affaire Jeffrey Epstein, donc le fameux milliardaire à la tête d'un trafic sexuel de jeunes femmes mineures. Du coup, le sujet du viol est encore beaucoup trop tabou. Et concernant les mineurs, j'ai un chiffre. En septembre 2022, Édouard Durand, le coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, affirmait que seulement 3% des plaintes pour viol sont continue encore et il n'y a pas assez de condamnations des mises en cause et justement en 2024 le combat continue et c'est important d'en parler pour détabouiser cette horreur. Alors j'ai longuement expliqué l'affaire en première partie, mais si jamais vous nous rejoignez, vous devez juste savoir que Jeffrey Epstein a été arrêté le 6 juillet 2019 pour toutes ces accusations de viol sur mineurs. Il a été inculpé 2 jours plus tard pour exploitation sexuelle de mineurs et d'association de malfaiteurs et il risquait à ce moment-là 45 ans de prison. Malheureusement la justice n'a pas pu faire son travail puisque le 10 août 2019, il est retrouvé pendu dans sa cellule et son décès fait vraiment le tour du monde, mais pour des raisons qu'on ignore encore à l'époque. Pour certains complotistes, la mort de Jeffrey Epstein aurait été orchestrée. Le but, selon eux, l'empêchait de dévoiler de lourds secrets pendant son procès prévu l'année prochaine. Preuve de la sensibilité du sujet, Donald Trump, qu'il avait pourtant qualifié de type génial par le passé, avait écarté tout lien avec le milliardaire après son arrestation début juillet. Bon alors c'est très très drôle quand on sait que Trump et Epstein étaient vraiment très potes. Cette désolidarisation elle a encore plus donné du grain à moudre aux complotistes qui sont là dans presque tous les gros scandales. Du coup Leïla, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que l'affaire fascine autant les complotistes. Parce que l'affaire Epstein c'est le parfait cas d'école pour une théorie du complot et c'est limite un roman policier. Ouais c'est vrai. On a Epstein, donc un homme qui a amassé une fortune de plus de 600 millions de dollars, qui a côtoyé des princes, des milliardaires, des présidents, alors qu'il n'a jamais fini le lycée. Et en fait, dans cette affaire, on a l'argent, la drogue, la corruption, le trafic de mineurs et un cadavre. Donc de quoi un peu agiter tous les fantasmes de la complosphère. Ouais. Tout ça d'un coup, en fait. C'est vrai. On voit son histoire d'ailleurs dans le documentaire sur Netflix. Ouais. Le mec, il est vraiment parti de zéro. Et il a surtout beaucoup menti. Il a beaucoup menti, cet escroc. Ouais. Et c'est vrai que la publication de la liste, elle a vraiment tout relancé. Ouais, en fait, parce que les complotistes, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des révélations explosives. Et en fait, ils ont spéculé sur le contenu de la liste pendant des semaines. Ils ont fait un teasing, tout simplement. Ouais. Et en fait, ce qu'ils précisent pas, c'est que la liste publiée, elle regroupe les noms des personnes citées dans l'affaire et pas forcément complices. C'est ça. Donc c'est comme si demain, il y a un meurtre près de chez vous et que vous êtes cité dans le dossier. Vous pouvez juste être cité parce que vous êtes interrogé, pas forcément parce que vous êtes coupable ou complice. C'est vrai. Et donc, bien évidemment, ici, on nie pas que certains grands noms fréquentaient sûrement Epstein et sont peut-être impliqués donc dans les crimes. Mais en fait, les complotistes, ils poussent un peu la logique en imaginant carrément une organisation secrète autour de ça, tu vois. C'est le fameux fantasme du réseau des élites pédocriminelles. Exactement. En fait, là, on a le groupe QAnon, par exemple, qui imagine depuis des années des réseaux pédophiles au sein des puissants internationaux. Et en fait, cette histoire de liste, elle va parfaitement dans ce sens-là. Et c'est une théorie qui est très répandue et qu'on a pu observer dans d'autres affaires, comme celle de l'affaire Marc Dutroux. Ah oui. En fait, c'est un fait divers horrible, mais il y a tout un imaginaire derrière qui disait que c'était juste la partie visible de l'iceberg et que derrière ces crimes, il y avait un réseau puissant. Et en fait, à chaque fois, on part d'une histoire... d'une histoire d'un fait divers pour prouver, entre guillemets, l'existence de tout un réseau derrière. Et c'est vrai, et à chaque nouvelle avancée de l'histoire, du coup, ça va être sujet à toutes ces nouvelles théories. Ouais, parce qu'en fait, c'est les zones d'ombre qui laissent la place au doute, et c'est dans le doute que naît le complotisme. Et en fait, un autre élément qui fait beaucoup parler, c'est la mort d'Epstein, dont tu parlais tout à l'heure. Donc dans les faits, en fait, il s'est suicidé dans sa cellule avant son procès, et ce qui a éveillé les soupçons de la sphère complotiste, c'est qu'il était enfermé dans la Metropolitan Correctional Center, donc c'est à Manhattan, et c'est une des prisons qui est... je crois, une des plus surveillées des États-Unis. C'est pour vraiment les grosses têtes. Ouais, dedans, il y avait El Chapo. Ouais, c'est ça. Qui s'était évadé de plein de prisons juste avant et tout. Et en fait, donc elle est considérée comme une des prisons les plus surveillées au monde. Et ce qui est venu renforcer l'idée du complot, ça a été le témoignage d'anciens détenus de cette prison-là, qui disaient que c'était impossible de se suicider parce qu'en fait, tout est fait pour rendre le geste irréalisable. Donc, on a par exemple des draps qui seraient trop fins, donc impossible de se pendre, des plafonds hauts de plus de 2,5 mètres, des lits impossible à dépasser, l'absence d'objets métalliques ou durs dans les cellules, le passage des gardiens toutes les 10 minutes. Est-ce que vous trouvez ça chelou qu'il ait réussi à se suicider dans un tel environnement ?
En vrai, non, parce qu'on sait qu'il y a la corruption en prison. Et qui nous dit que le mec, il a même pas fait un virement à quelqu'un pour l'aider? En vrai, on sait pas. Non, mais on sait pas, en vrai, mais moi, je me dis, en vrai, le système carcéral dans le monde entier, il est défaillant. Enfin, toutes les prisons sont quand même très surveillées. Il y a énormément de suicides. Bah, bien sûr. Et surtout c'est une réalité qu'il faut pas oublier, tu vois. Donc, il faut pas voir le complotisme partout. Je pense que aussi, t'as beaucoup de temps pour réfléchir. Oui, t'as juste que ça à foutre, en fait. Et lui, il était hyper, je pense, super stressé. Il devait avoir très mégalomane, hein, le mec. Il faut vraiment regarder le documentaire. C'est ouf. Mais du coup, bref, avec toutes ces zones d'ombre, on a eu des théories qui disaient, par exemple, qu'il s'était pas suicidé, mais qu'on l'avait tué parce qu'il comptait balancer des noms de puissants impliqués avec lui, et d'autres qui disent juste qu'il a simulé sa mort, mais qu'en vrai, en fait, il est en cavale, qu'il a changé d'identité, fait plein de chirurgie esthétique pour passer un peu incognito. Comme Xavier du Ligonnet. Et aussi Michael Jackson est tout petit. Mais ça, c'est un fantasme. Avril Lavigne qui serait morte et qui aurait été remplacée par une meuf qui lui ressemble. Mais je peux plus, stop. C'est quoi ça? Avril Lavigne, j'ai jamais entendu cette connerie. Il y a d'autres célébrités où c'est comme ça. Où Lady Gaga, il y avait un truc sur elle aussi comme ça. Mais MDR. Bientôt nous? Genre, ouais, peut-être. We are stars, my girl. Nous, on peut pas mourir en tout cas. En tout cas, il y a plein de théories sur sa mort, etc. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que les médecins légistes de New York et même la police fédérale ont sorti un rapport qui affirme bien qu'il s'est suicidé et que sa mort ne résulte pas d'un acte criminel. Dans tous les cas, en vrai, les filles, on saura jamais. On saura jamais vraiment. Et c'est super frustrant, surtout pour les victimes, en fait, parce qu'elles auront jamais vraiment gain de cause. Mais pourquoi ne pas faire confiance à un médecin légiste? Oui, non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je pense que pour la mort, etc., il y aura toujours des zones d'ombre, comme dans toutes les affaires. Mais pour ce qui s'est passé dans le cercle intime et blabla... On saura vraiment. En vrai, on saura jamais. En fait, je pense que tous ces complices, ça les arrange qu'au final, ils soient morts, tu vois. Clairement, mais ils parleront pas. Sinon, eux-mêmes, ils ont tellement de choses à perdre. Regardez, Trump, il s'est désolidarisé alors qu'on sait que ils étaient très très proches, quoi. Bon, sur ces belles paroles, seul l'avenir nous le dira. Janvier, c'est clairement la meilleure période pour se lancer des challenges. Et parmi ceux qui sont concernés, il y a le défi de ne plus boire d'alcool. Et ça a un nom. Ça existe depuis à peu près 10 ans. Et ça s'appelle le Dry January. Donc le janvier sobre. Sec, ouais, dry, ouais. Mais je pense qu'on peut plutôt le traduire sur le janvier sobre. Écoute, je parle super bien anglais. Tu me donneras des cours, Flo. Alors, le Dry January, c'est quoi? C'est une campagne qui est née au Royaume-Uni en 2013 et ça s'est répandu dans d'autres pays à la fin des années 2010, notamment grâce aux réseaux sociaux, hein, comme toujours. Et vous le savez, et Flo, d'ailleurs, tu nous en parlais récemment dans ta chronique sur notre sujet sur la fête. On buvait de moins en moins d'alcool. Exactement. Et pourtant, en France, l'alcool, c'est très culturel, c'est social, c'est omniprésent. On est quand même le premier pays producteur de vin et pourtant, c'est hyper néfaste pour la santé. Alors chaque année, hein, il y a quand même des morts. L'alcool tue environ 49 000 personnes et ça provoque plus de 200 maladies, donc il faut vraiment le prendre au sérieux. Plus d'un quart des 18-75 ans auraient une consommation supérieure aux recommandations de santé, donc on parle à peu près au maximum 2 verres par jour. Et malgré ça, les Français aiment quand même boire. D'ailleurs, quand on leur demande s'ils connaissent le concept du Dry January et s'ils comptent justement arrêter l'alcool en janvier, écoutez leur réponse. En fait, je ne savais pas que ça existait, pour tout vous dire. J'arrêterai de boire de l'alcool quand je voudrais arrêter de boire. J'ai pas besoin d'un dry quelque chose. Je me dis que j'en ai pas besoin et que j'ai pas envie de perdre mon temps pendant un mois à ne pas le faire. J'ai envie de m'amuser avec mes amis pendant un mois, donc je pense que non. C'est une façon aussi après les fêtes, de faire un petit effort. Alors ce serait juste plus qu'un petit effort parce que figurez-vous que quand on arrête l'alcool, en quelques jours à peine, en une semaine, on retrouve un sommeil plus réparateur. Du coup, la diminution ou l'arrêt améliorerait la tension artérielle et donc ça peut augmenter l'espérance de vie. Alors ça, même, je pense que dans ta tête, tu te sens bien aussi, quoi. Je pense aussi. Plus à l'aise avec tes choix, etc. Évidemment. Alors, attention, on n'est pas médecin, mais on peut vous assurer que moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans l'alcool, il y a une molécule qui s'appelle l'éthanol. Vous avez déjà entendu ce mot, les filles? Ce mot, oui, mais dans ce cadre-là, non. Ouais, moi aussi, c'était la première fois avec les recherches que j'ai vu que ça existait dans l'alcool et qu'on pouvait en ingurgiter parce que pour moi, l'éthanol, c'était juste l'essence. Pour moi, c'était un truc pas bon, genre, tu vois. Tous les trucs en nol, c'est toujours nocif, tu vois. Un peu trop chimique, du coup, c'est nocif, mais de ouf. Et du coup, en fait, dans l'éthanol, c'est quoi? C'est une molécule qui crée la dépendance et c'est aussi une molécule qui peut attaquer le cerveau et le foie, forcément. L'alcool a beaucoup de méfaits et d'ailleurs ça abîme aussi les reins, notre peau, nos cheveux, enfin
voilà quoi, c'est... Ah bah quand tu vois, ça se voit sur ta troupe. Exactement, c'est ça. Et du coup, le Dry January, ça peut être un bon entraînement pour permettre à votre corps d'aller mieux. Par contre, c'est vrai que l'idée de se priver d'alcool pendant 1 mois, ça fait débat en France. Les opposants à cette opération, qui la jugent hypocrite, estiment que il faut plutôt axer la prévention vers les publics plus fragiles, vers les personnes concernées. Et du coup, figurez-vous que le gouvernement n'est pas très fan du concept. Ouais. Et d'ailleurs, Aurélien Rousseau, qui lui a été le ministre de la Santé jusqu'à la mi-décembre avant de démissionner, Aurélien Rousseau a déclaré qu'il réduirait sa consommation en janvier, ok, mais qu'il ne pouvait absolument pas engager son ministère sur le Dry January, ni même dire aux Français comment vivre pendant 1 mois. Alors on retrouve bien ce que je disais tout à l'heure, la culture française est vraiment l'amour, la passion pour l'alcool. Mais là, est-ce que t'es d'accord? Bah oui, parce que la France, le pays du vin et du champagne, c'est un peu ça qui fait notre renommée dans le monde entier. Et presque chaque région est productrice de vin, et notre président déclare fièrement en boire un verre par jour au moment du déjeuner et du dîner, et il juge même qu'un repas sans vin, c'est un peu triste. C'est tristoun. Voilà, c'est tristoun. Et c'est ces petites déclarations qui font que Macron est vu comme le président le plus pro-alcool depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Donc tout ça allié au lobby de l'alcool, en fait, ils essaient de faire valoir que la France est une nation qui boit par tradition et surtout avec modération, et qu'en fait le Dry January, il est pas du tout fait pour les Français, et qu'il a plus sa place dans les cultures nord-européennes, où là, par exemple, on est sur des buveurs excessifs. Après, on serait sur des buveurs excessifs. Leïla, est-ce que c'est grave de faire la promotion du vin, sachant que la France est un des plus grands producteurs mondiaux? En fait, le problème, ça vient pas du fait de promouvoir le savoir-faire français, ni la culture française en soi. Ça vient du fait qu'il y ait très peu, voire jamais de prévention claire de la part du gouvernement en ce qui concerne l'alcool, et il y a même des pratiques qui viennent un peu décrédibiliser la prévention qui peut être faite par les associations ou les médecins. Ouais, c'est comme avec l'industrie du tabac ou qui manipule la science à son avantage, on en a déjà parlé d'ailleurs. Bah ouais, carrément. Et en fait, aujourd'hui, on est tous conscients du désastre qu'est la cigarette pour notre santé, et pour l'alcool, on en est presque là en fait, parce que les alcooliers, ils sont en révolte à cause du Dry January, comme si 1 mois d'abstinence, ça allait les tuer. Et ça allait tuer le business du vin et de l'alcool. Surtout que je pense en décembre, ils se sont mis bien. Non, mais surtout, voilà. Je pense aussi. Ça rattrape. Je pense que le chiffre d'affaires... Mais en fait, la sobriété, c'est vraiment leur cauchemar. Et en fait, ils préfèrent mettre en avant la modération toute l'année plutôt que la sobriété 1 mois. Mais c'est fou, c'est flou. Modération, ça veut dire quoi au juste? En fait, les alcooliers, ils font la promotion de la modération avec des repères de consommation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du 2, 3, 4, 0 ? Je bois pas d'alcool, je connais rien à tout ça, donc non. Toi, t'en as déjà entendu parler? En fait, en gros, c'est 2 unités d'alcool par jour pour les femmes, 3 pour les hommes, 4 pour les consommations occasionnelles, et 0 pour les femmes enceintes et personnes qui suivent un traitement. D'accord. Et du coup, 1 unité d'alcool, c'est quoi? En fait, 1 unité d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool, donc 10 centilitres de vin à 12%, un demi de bière à 5%, ou 3 centilitres d'alcool distillé à 40%, comme le whisky ou la vodka. Du coup, si je comprends bien, on peut boire plus de vin que de whisky dans une journée. Tant que tu modères bien le truc, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, mais c'est ce que l'industrie du vin veut nous faire croire, en fait, parce qu'ils font comme si le vin, c'était un alcool différent, en mettant en avant son raffinement, le no-tourisme ou les supposés bienfaits de cette boisson, alors que non, en fait, boire de la bière, de la vodka ou du vin, c'est la même chose, et c'est aussi dangereux. Et en fait, à partir du moment où on ingère de l'alcool, il y a un risque. C'est comme si je disais que fumer 2 cigarettes par jour, c'était pas très grave tant qu'on fumait pas un cigare. Ouais, alors que dans tous les cas, le tabac, c'est la merde, quoi. Ouais, j'ai capté. Donc c'est le même principe et c'est tout aussi dangereux. Et à partir du moment où on fume, on se met en danger. À partir du moment où on boit, on se met en danger, quoi. Period. Et du coup, le marché de l'alcool, c'est vrai qu'il pèse tellement lourd dans l'économie française que il y a des lobbies très très puissants. Du coup, en fait, le gouvernement, il est coincé entre genre prévention et mise en avant. Ouais, exactement. Mais en fait, quand on mesure le poids d'un marché, je pense qu'il faut aussi prendre en compte tous les aspects. Donc oui, selon Statistica, le marché français des boissons alcoolisées, il pesait en tout cas 50 milliards d'euros en 2021. Il représentait plus de 700 000 emplois. Et en fait, c'est environ 2,5% de la population active française en 2019. Quand même. Et donc ça, oui, ça rapporte, mais il faut aussi penser aux pertes. Donc il faut penser aux maladies et aux accidents qui sont causés par l'alcool. Et en fait, à ce sujet-là, l'étude la plus citée, c'est celle de l'économiste Pierre Kopp, qui date de 2010, Et en fait, il a chiffré à 120 milliards d'euros le coût social de l'alcool.
Et en fait, ce coût, il comprend la perte des vies humaines, la perte de qualité de vie, de productivité et aussi le coût pour les finances publiques, donc avec les soins, la prévention, etc. Et en fait, il faut aussi ajouter à ce coût-là les effets environnementaux de la production d'alcool dont on parle jamais et sur lesquels, en fait, on n'a aucun chiffre officiel. Et donc, par exemple, on ne sait rien des effets des produits de tout ce qui est pesticides, etc. dans l'agriculture viticole, sur la santé, par exemple, sur les effets que ça peut avoir, par exemple, sur la santé des travailleurs ou juste des gens qui habitent autour des vignes. On n'a aussi aucune information sur le bilan carbone de cette filière-là et je trouve que ça serait bien qu'on sache. On va faire des recherches, vous inquiétez pas, on revient. Kiki 9.2 bientôt à ce niveau-là. Et du coup, tout ça pour vous dire que la prévention des médecins et des associations, elle suffit pas. En tout cas, elle suffit plus. Et on sait très bien que les campagnes impulsées par l'État, elles sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus suivies. Mais du coup, moi, je veux juste que vous reteniez un truc, c'est que en fait, c'est pas l'abus d'alcool qui est à risque, mais c'est juste la consommation en elle-même, même si elle est très faible. Period. Encore une fois. Leïla présidente. Et ouais, c'est vrai, t'as raison. En vrai, Leïla, c'est vraiment la fréquence de consommation qui compte. Parce que peu importe en fait ce que tu consommes, fais attention, tu vois. Ça peut aller très très vite. C'est vrai. Mais surtout à partir du moment où t'ingères de l'alcool, c'est comme quand t'ingères du tabac, c'est vraiment la même chose. Grave. À partir du moment où tu fumes une cigarette, tu te mets en danger. À partir du moment où tu bois un verre d'alcool, tu te mets possiblement en danger aussi. Je suis d'accord. Vous savez que il y a de plus en plus de Français qui se sont mis aux boissons sans alcool. Est-ce que c'est votre truc ? Ouais. Est-ce que vous kiffez ça ? Moi, j'avoue, je suis pas très soda, boisson sans alcool et tout. Je préfère boire de l'eau, quoi. Sérieux ? Ok, ouais, je suis très champomis ou je suis très. Comment ça s'appelle les tourtelles. Ouais, pour faire genre comme tout le monde. C'est grave bon. Non, moi, je sais pas, ça me dégoûte un peu. C'est vrai ? Ouais. Genre, autant, je sais pas, moi, je bois une grenadine. Ouais, c'est pour boire un truc sucré, autant que je bois un truc vraiment sucré. En tout cas, moi, j'ai des chiffres. Selon le panéliste Nielsen IQ, les ventes de bière ou de vin sans alcool ont approché quand même 210 millions d'euros en 2023 en grande distribution. Donc il y a plein de gens qui rejoignent ma team, voilà, eux-mêmes ils savent, et ça représente quand même 4,5%. Ouais, mais c'est placebo aussi, je pense, pour Oui, peut-être. Pendant le Dry January, il faudrait voir leurs chiffres à eux. Ouais, oui, genre carrément. Les gens qui se consolent en buvant une tourtelle, tu vois. Allez, encore une, Christine, on va y arriver. C'est bientôt la fin du mois de janvier. Voilà. Et du coup, ces ventes, en fait, elles représentent quand même 4,5% de part de marché au rayon des bières. Quand on sait qu'en 2014, c'est Virgin Boisson, ça représentait que 32 millions d'euros, donc c'était quand même 6 fois moins qu'en 2023. C'est pas mal. Ouais, on est mal. Mais c'est comme les mocktails, c'est de plus en plus branché et tout. C'est grave bon les mocktails. Mais c'est trop cher pour ce que c'est. Tu mets du jus d'ananas et du sirop, tu me fais payer 15 balles. Ouais. Pour être une fervente consommatrice de mocktails, je me fais vraiment allumer depuis toujours. En fait, j'en peux plus. Les Virgin Mojito à 11 balles, on dit stop. Voilà, c'est de la limonade, une feuille de menthe et un sirop. Stop it right now, s'il vous plaît. On a des comptes à régler aujourd'hui. Non, oh lobby, des mocktails, stop en fait. On vient de vous expliquer c'est quoi le Dry January, c'est le mois où on arrête l'alcool pendant 30 jours sans faute, hein. Vraiment on s'y tient. Et vous le savez, généralement janvier c'est aussi le moment idéal pour repartir à zéro, prendre des bonnes résolutions ou bien faire des vision boards comme on en parlait mardi dernier. D'ailleurs je fais le mien demain. T'es sérieuse? Je te jure que non, demain avec ma cousine on s'est dit viens demain on fait un vision board. Tu nous montres, je veux voir. Je vous ferai une photo. Je veux voir comme ça, 31 décembre, on regarde si t'as allé jusqu'au bout. Oh punaise. Aïe, t'as parlé, c'est fini. J'ai déjà l'impression. En plus, t'as parlé. Je vais rien mettre dessus. Une page blanche. Voilà. Elle va écrire, on verra. Du coup, le Dry January, c'est originaire du Royaume-Uni depuis les années 2010. Et progressivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'est installé chez nous grâce aux réseaux sociaux. Du Dry January a découlé d'autres concepts, comme par exemple le Veganuary, qui est le mois sans consommation de produits d'origine animale. Ça existe depuis 2014 et ça encourage près d'1 million de personnes dans 192 pays à manger vegan pendant tout le mois de janvier. On écoute un participant au challenge 2024. C'était un levier facile pour réduire notre empreinte carbone d'arrêter la viande. Et puis après, au-delà de ça, c'est vrai que c'est le bien-être animal qui rentre en compte. Et puis aussi, on a vu des reportages comme quoi, pour la santé, c'était aussi meilleur. Alors c'est intéressant parce que là on parle principalement de consommation alimentaire, mais depuis 6 ans, le mois de janvier a aussi vu arriver un autre concept. Après le Dry January ou encore le Veganuary, il y a le January qui consiste à ne plus s'épiler du tout pendant tout le mois de janvier. Flo, vas-y, explique-nous c'est quoi. Les filles ne souffront plus pour être belles. Okay. Donc même si la pilosité est hélas toujours perçue comme un signe de négligence, de manque d'hygiène ou le rejet de sa féminité, ce mois-ci, des femmes décident d'arrêter de se raser ou
de s'épiler et on appelle ce mouvement le January, comme tu le disais. Du coup, January, c'est la contraction de January, donc pour les plus nuls, janvier en anglais, et hairy, poilu. Donc ça a été lancé en 2018 par une étudiante en art dramatique britannique du nom de Laura Jackson. Et pour la petite histoire, c'est un peu au pif en fait, parce qu'elle a dû tèche sa cire et ses crèmes dépilatoire pour les besoins d'une pièce de théâtre. Puis résultat, elle s'est rendue compte que c'était pas mal comme initiative. Maintenant, son ambition, c'est d'aider ses pairs à s'assumer comme elles le sont ou pas, rien d'obligatoire, et aussi de récolter des fonds pour l'asso Body Gothic qui plaide pour l'acceptation des corps. Et visiblement, ça fonctionne puisque le hashtag comptabilise plus de 7,8 millions de contenus sur TikTok. Est-ce que ça vous inspire, Leïla Asso? Regarde-moi bien, Leïla. Alors, moi, je vous dis, sympa, mais sans moi. Genre, sympa, mais sans moi. On vous juge pas, les filles. Vraiment, on vous juge, absolument pas. Mais c'est sans moi non plus, pardon. Pas du tout, en fait. Mais vraiment pas. Flo, c'est comment? Et toi? Moi, le mot inspire, je vais répondre oui, dans le sens où je suis pro-poil, mais j'avoue ne pas l'appliquer. Parce que, en vrai, je trouve que juste c'est hyper compliqué de le faire vis-à-vis du regard des autres, tout simplement. Tu vois, même quand t'as envie. Après, ça va, c'est l'hiver. On est hiver ou pas. On est en pull. Mais moi, il y a juste aussi le truc mental de savoir que. Ouais, moi, c'est plus ça. Genre, je me dis, ah ouais, je suis. Moi, je me dis, j'ai avoir chaud les aisselles, t'as capté? En tout cas, l'épilation, non, ça reste la norme en France. Il y a 96% des femmes qui estiment qu'elles doivent au moins s'épiler une partie du corps. Et une des raisons pour la moitié d'entre elles, c'est évidemment la honte en fait. Et en même temps, il s'agit d'une injonction qu'on nous impose dès l'enfance qui généralement se transmet par la mère, je sais pas pour vous. Et d'ailleurs, c'est clairement un moyen de contrôle sur la sexualité dans la mesure où on interdit souvent aux jeunes filles de s'enlever les poils avant un certain âge. Plus tard, ça devient une obligation un peu tacite en fait parce qu'on conscientise que c'est un standard de séduction, comme si les hommes n'étaient pas au courant qu'on avait aussi des poils naturellement, ou juste ils s'en tapent. Bref, la plupart ne trouvent pas ça glamour, même Pascal Pro. C'est pas, je trouve que c'est pas ce que je trouve le plus séduisant. Maintenant, ce n'est que mon modeste avis. Parce que justement, vous faites partie encore de la génération où on a été vraiment dans cet objectif d'être épilé, d'être impeccable, de rien avoir qui dépasse. Et bon, est-ce que vous avez déjà été confronté à des gars qui vous ont fait des remarques? Mais les gars, ils détestent ça. Ouais, non, moi, j'ai jamais fait de remarques, mais en même temps, je crois pas que j'ai déjà vu quelqu'un en n'étant pas épilé, tu vois. Ouais, non, on est team. Mais justement, moi, ça me fait penser que moi aussi, pas tant, mais par contre, j'entends souvent des copines me dire non, mais là, je suis pas épilée, donc je pourrais pas faire des trucs avec lui ou quoi. Ah, mais ça, c'est grand classique. Ou alors, ce soir, j'ai un date, du coup, je m'épile. Mais à mes yeux, c'est lunaire, tu vois, de se dire, mais je m'empêche de parce que. Alors que. Mais il y a même des meufs pour qui c'est une contraception. En mode là, je suis sûre que je vais rien faire parce que je ne suis pas épilée. C'est vrai. Oui. Tellement. Ouais. Tellement. Mais en tout cas, c'est une contrainte qui est assez récente en réalité parce qu'elle a pris racine au XXe siècle, notamment à cause du marketing et de l'évolution des techniques d'épilation. Et c'est devenu un tabou à tel point que les pubs pour rasoir montrent des jambes totalement imberbes. Donc, très lisses, peau de bébé, comme on dit. Aucun sens. Et dans les années 80, on a atteint un climax avec la tendance de l'épilation intégrale à cause de l'aérobic. Donc c'est une gym à l'ancienne, pour ceux qui ne savent pas. Il y en a. Et aussi en petite partie, à cause du porno, enfin en très très grande partie même. Et en 2016, la chanteuse Axel Red, elle disait que ça, c'était l'expression pour elle d'une société pédophile. Vous en pensez quoi? Maintenant, avec le recul, je me dis que c'est pas un corps d'adulte que d'être totalement imberbe, tu vois. Ouais, moi je suis trop d'accord avec elle. Ouais, il y a ce truc un peu petite fille et tout qui me dérange un peu. Ouais, j'y avais jamais vraiment pensé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on y pense, et d'ailleurs ça me fait penser à... Mais c'est le principe, quand tu deviens femme, tu commences à avoir des poils et en fait on te demande d'être comme quand t'étais petite fille. Ça se fait tellement implicitement dans nos vies, ça rentre comme ça petit à petit, tu vois, que, j'avoue. Et puis même ça devient un peu une routine en mode c'est une routine, c'est totalement une routine. Genre début du mois, je vais prendre mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Mais c'est comme si à partir du moment où tu t'épiles, tu deviens une femme. Tu deviens vraiment grande, tu vois. Alors que... Et limite, je trouve que t'as hâte. Tu te dis, ça a l'air bien. En plus, la cire, elle sent bon. Mais genre, j'ai passé un cap. Je suis une femme. Et en plus, après, quand tu racontes en mode,
Ouais, j'ai fait ça fait mal. J'ai souffert, mais bon, c'était bien. La première fois que j'ai fait mes sourcils, je me sentais trop adulte. Mais genre vraiment, les meufs, j'ai fait mes sourcils et tout. Qu'est-ce que t'as, cousine? Genre, mais calme-toi. Non, mais clairement. Mais après, on voit quand même que ces dernières années, il y a une prise de conscience qui va avec une libération des poils, bien au-delà du Gianni Herri. Et selon une enquête IFOP qui date de 2021, 81% des femmes s'épilent les aisselles et c'est 10% de moins qu'en 2013. 80% les jambes, c'est 12 points de moins qu'avant aussi et 75% le maillot, donc 10 points de moins. Et apparemment, ce serait une des conséquences du confinement. Donc comme quoi, il nous aura pas apporté que des galères. Et en effet, c'est chouette parce que d'abord, c'est un gain de temps. Ensuite, c'est un gain d'argent. Ça allège aussi la charge mentale. Puis ça évite d'éventuelles blessures parce que ça arrive, tu vois. Et enfin, faut pas oublier que les poils sont pas là pour rien. Ils ont une vocation protectrice à la base. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, il y a des gynécos qui déconseillent de s'épiler. Ouais. Parce que ça protège justement. Même des mycoses et de plein de choses. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Flo, là, tu nous rapportes des chiffres. Ces chiffres, ils sont vraiment visibles aujourd'hui sur les réseaux. Et en ce moment, je constate qu'on voit de plus en plus de stars se montrer avec des poils. Ouais, et après, même si c'est de plus en plus acceptable de voir, je sais pas, un mannequin type Emrata avec des poils sous les aisselles dans un magazine, dans la vie, ça continue d'hérisser certaines personnes. Moi, j'ai tapé Gianni Herri pour rire sur X, le réseau du diable, et je vais vous lire quelques témoignages. Donc, on a un mec déjà écœuré qui a publié, je cite, dégueulasse, encore un truc pour changer la femme en homme. Attendez, il y a pire. Encore un autre, lui il est encore plus révolté, il a mis couplé au dry January, ça va pas baiser des masses. C'est horrible. Après, malheureusement, il y a aussi les commentaires de certaines meufs du style ce sera sans moi, moi j'ai du respect pour moi-même. Non, la pique-me du coin. On a déjà dit qu'on se valorisait pas en descendant les autres. Attendez, il y a une petite touche de sarcasme. Non mais c'est bien connu que grâce aux poils, les hommes violents se calment et les salaires s'égalisent. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais en fait, il faut qu'on fasse une émission où on lit les commentaires de ces gens-là sur Twitter. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, qu'on trouve cette lutte légitime ou pas, laissons les femmes faire ce qu'elles veulent. Un poil, c'est tout. Merci. Vraiment, c'était Flo. On a pas dit. Flo, humoriste, continue les jeux de mots en 2024, s'il te plaît. Bref, en gros, si j'ai bien compris tout ça, l'idée du Gianni Herri, c'est vraiment d'être libre et de sortir des dogmes de la société. C'est ça. Alors écoutez les meufs, nous en 2024, on veut juste la paix, la tranquillité. Soyez libres, ok? Et là, pour cette deuxième partie d'émission, on va vous parler politique parce que ce dernier mois, si vous en avez pas entendu parler, en vrai, c'est que vous habitez pas en France, concrètement. Après 18 mois de discussion, le Parlement a approuvé le mardi 19 décembre 2023 la loi sur l'immigration. Forcément, on va en reparler. Alors, l'Assemblée l'a voté avec 349 voix pour et 186 voix contre. Alors, il y a plusieurs points importants à comprendre et je vais vous les citer. Alors, le premier point, c'est vraiment la régularisation des travailleurs étrangers. Du coup, il s'agira d'un titre de séjour d'1 an délivré au cas par cas à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et avoir travaillé pendant au moins 12 mois sur les 24 derniers mois. C'est une expérimentation qui ne s'appliquera que jusqu'à fin 2026. Ensuite, il y a aussi un point sur le délit de séjour irrégulier, ce qui veut dire que l'expulsion de certains étrangers sera facilitée, surtout pour ceux qui ont déjà été condamnés pour des délits ou des crimes punis de 3 ans de prison ou plus. Le troisième point, c'est la fameuse instauration d'un quota fixé par le Parlement pour plafonner pour les 3 ans à venir le nombre d'étrangers admis sur le territoire français. Ensuite, le point suivant, ça concerne les binationaux qui sont condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique. Hop là, déchéance de nationalité. Voilà. Idem pour le droit du sol, finito. Du coup, les enfants qui sont nés de parents étrangers, même s'ils sont nés en France, devront faire la demande de naturalisation entre leurs 16 et leurs 18 ans. Ensuite, on va parler des fameuses aides sociales, parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui dérange en France. Faudra avoir été présent au moins 5 ans sur le territoire français pour bénéficier des allocations familiales. Bien sûr, il y a des nuances, c'est au cas par cas, mais moi je vous dis vraiment les gros points. Et ils ont aussi durci les conditions du regroupement familial. Et en ce qui concerne la santé, le texte de la commission mixte paritaire, donc la CMP, comprend une restriction de l'accès au titre de séjour étranger malade, à part bien sûr si vraiment il n'y a pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Voilà, du coup cette loi, elle a vraiment fait l'effet d'une bombe dans le pays. Une partie des Français estime que c'est vraiment une honte. Je vous propose d'écouter des manifestants à Rennes le 20 décembre dernier, donc le lendemain de la loi. Là, j'ai l'impression qu'on attise le racisme
on met sur le dos des migrants des problèmes économiques qui ne leur sont pas liés. Ça donne l'impression que c'est les migrants qui sont responsables des problèmes des manques d'argent, de manque d'emploi, etc. C'est pas les migrants qui créent des déficits dans les caisses de sécurité sociale et autres caisses de l'État. Au contraire, ils produisent une richesse et en plus on attise le racisme et en plus on va dans le sens du Front National. Alors vous avez compris, cette loi elle a provoqué énormément de réactions dans le pays, sur les réseaux sociaux, on n'a entendu parler que de ça. Et Gérald Darmanin, il a annoncé dans la foulée que l'exécutif allait saisir du coup le Conseil constitutionnel pour revoir la loi. Et c'est toi Florence qui va nous en parler. Ouais, mais justement c'est un comble, mais justement l'exécutif doute de la constitutionnalité de sa propre loi. Et en gros il y a 2 recours qui ont été déposés le mois dernier, un par la gauche et l'autre par Emmanuel Macron lui-même. Donc résultat c'est le Conseil constitutionnel qui représente la plus haute juridiction qui doit valider sa conformité. Et il a jusqu'au 25 janvier pour le faire. Suite à ça, ils pourront trancher entre une improbable censure totale de l'ensemble du projet ou une plus classique censure de certains articles, sinon dire OK à l'ensemble. Puis, sans les éventuelles mesures anticonstitutionnelles, la loi pourra être enfin promulguée. Et du coup, là, ça fait 1 mois que les hypothèses pleuvent. Ouais, d'après les estimations du président de la commission, Sacha Houlier, jusqu'à 30 dispositions pourraient être balayées. Donc, on va faire un petit tour des dispositions controversées ensemble. C'est parti. Allez, c'est beaucoup, on a du temps. Alors, vous avez du temps ou pas? Allez, c'est parti, on t'écoute. Non, alors pour commencer, parmi les mesures les plus sensibles, on retrouve celle de l'instauration de quotas, t'en parlais, du coup, pour plafonner le nombre d'étrangers admis sur le territoire. C'est une idée de la droite, mais là, des points que les détracteurs mettent en avant, c'est que ce serait une mesure discriminatoire dans le sens où, en fait, entre 2 étrangers dans des situations similaires, seulement séparés du coup par le seuil du quota, ce serait injuste d'appliquer en fait des critères à imaginons 100 personnes et que la personne suivante n'y ait pas droit pour des raisons qui n'ont rien à voir en fait avec sa situation, juste à cause d'un chiffre en fait qui est fixé aléatoirement en plus. Bah ça paraît problématique. Et autre mesure qui pourrait être censurée, c'est la durée de résidence minimale pour toucher des prestations sociales. Donc là en fait on fait une distinction entre les étrangers qui soient ou non en situation d'emploi. Du coup la condition pour accéder aux allocations familiales sera de résider pendant 5 ans en France pour ceux qui travaillent pas, contre 30 mois pour les autres. Pour toucher les APL, c'est un peu pareil, ce serait 5 ans pour ceux qui, du coup, ne travaillent pas et 3 mois pour les autres. Sauf qu'en fait, ça, ce serait clairement une rupture du principe d'égalité devant la loi. Bah grave. Il y a le même débat aussi à propos de la caution étudiante. En gros, la caution étudiante, c'est une somme à déposer par les étrangers qui demandent un titre de séjour et étudiant. Et ça aussi, ça a été poussé par la droite. Ouais. Et sinon, on a aussi, la réponse du Conseil sera également scrutée sur le durcissement du regroupement familial. Donc là, en fait, le demandeur devra disposer d'une assurance maladie ou que son conjoint à l'étranger ait 21 ans au minimum plutôt que 18. Il lui faudra aussi avoir un niveau de français minimum. Pour Thibaut Mullier, constitutionnaliste, cette mesure va être censurée pour atteinte aux droits et au respect de la vie privée. Non mais toujours plus de critères. Ouais. Après, il y a aussi des mesures considérées comme des cavaliers législatifs, donc c'est-à-dire que c'est des articles introduits par les parlementaires dans le texte, alors qu'en fait, ils n'ont pas de rapport avec l'objet de la loi. Ouais, et d'ailleurs, en exemple, on a typiquement la restriction du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France. En fait, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'une mesure qui est anticonstitutionnelle, mais simplement qu'elle n'a rien à faire là parce que c'est pas l'objet du projet. Oui, d'ailleurs, la gauche s'est exprimée, elle a aussi évoqué des dispositions qui portent atteinte aux libertés individuelles. Ouais, donc je vais en citer 2, comme dans l'article 11 du coup qui autorise les officiers de police judiciaire à prendre les empreintes digitales sans le consentement d'une personne si elle entre ou sort du pays. Ou sinon, on a aussi l'article 7 bis qui donne au procureur la possibilité de suspendre momentanément la célébration de l'union en cas de suspicion de mariage frauduleux. En fait, cette mesure, elle est contraire à la liberté de mariage, comme l'affirme du coup sur son site le Parti socialiste. En tout cas, du coup, le fait que l'exécutif fasse voter ce texte, dont il sait qu'une bonne partie est quand même contraire à la norme constitutionnelle, ça interroge de nombreux juristes. Bah ouais, en fait, c'est pas parce qu'on a des juges constitutionnels pour contrôler la conformité des textes que le gouvernement est exempté de faire attention lorsqu'il les élabore, en fait. Et le constat, c'est que même en cas de censure partielle du texte, les idées sur l'immigration de l'extrême droite avancent dans la législation. Et puis restera l'essentiel, tu vois, c'est-à-dire une loi qui stigmatise les étrangers en France. Et c'est juste terrible quand on sait qu'un quart des emplois sont occupés par eux, et encore plus dans certains secteurs essentiels. Résultat, il y aura même pas moins d'étrangers, juste ils vont être plus précaires encore. Grave, mais grave. Et justement, tu vois, dans le passé, les fameux membres du Conseil constitutionnel, ils se sont déjà beaucoup intéressés au cas des étrangers. Et depuis, c'est limite devenu le souci numéro 1 en politique. En fait, j'ai l'impression que l'immigration, c'est le seul problème en France, tu vois. C'est incroyable. Ils ont que ça dans la bouche.
Et justement, 33 décisions liées directement aux droits des étrangers ont quand même été recensées entre 2010 et 2020. Et en plus, c'est tout le temps l'immigration sous le spectre de la sécurité et aussi de l'identité, mais jamais économiquement, alors que ça rapporte et tout. Est-ce que vous comprenez la phrase « j'ai mal à ma France » ? Oui, on a mal. Justement, moi j'aime pas parce que je trouve que ça fait un peu phrase de droite, mais en fait je pense qu'à gauche on peut aussi dire j'ai mal à la France. Et là justement, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un énorme appel avec plus de 200 personnalités qui vont manifester du coup le 21 janvier. Je pense que tous ont mal à leur France aussi, tu vois. Donc, en tout cas, le climat politico-social, etc. fait peur. Hein. Vraiment, j'ai pas hâte de voir la suite, hein, n'est-ce pas? On a mal. Et avec les filles, on vous explique pourquoi la loi immigration a fait polémique en cette fin d'année 2023 et surtout pourquoi il y a un clivage dans le pays. D'un côté, on a une partie des Français qui soutiennent que cette loi encourage clairement le racisme. On écoute justement le sociologue Jean Viard sur le plateau de C'est à vous. Moi, ce que j'aime pas dans cette affaire, si vous voulez, c'est qu'au fond, il y a une stigmatisation raciale. Faut pas se cacher, c'est les Noirs et les Arabes qu'on met de côté. Parce que quand on dit les non-européens, on n'est pas vraiment envahi par les Canadiens, on n'est pas envahi par les autres non plus, mais quand les gens pensent, ils pensent ça. Et de l'autre côté, on a le Rassemblement national de Marine Le Pen qui revendique une victoire idéologique. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions, certes pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Alors Leïla, justement, concernant cette victoire idéologique, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la place de l'extrême droite en France ? En fait, déjà, le Rassemblement national, il occupe aujourd'hui du coup une place plus favorable dans le paysage politique français qu'avant. Par exemple, en 2022, il a atteint le second tour des présidentielles pour la deuxième fois consécutive. Et pourtant, en fait, on n'était pas aussi surpris quand c'est arrivé avec Jean-Marie Le Pen 20 ans plus tôt. Et en fait, on dirait que c'est un peu devenu un parti comme les autres et qu'on on se limite surtout aux prises de parole de Marine Le Pen ou celle de Jordan Bardella, alors qu'en fait c'est un groupe politique et je pense qu'il faut aussi ne pas se limiter juste aux porte-paroles connus et surtout à l'ensemble des membres et de leurs idées dont il faut parler. Hein. D'ailleurs, c'est vrai, t'as raison, mais j'ai l'impression que l'image de l'extrême droite s'est un peu adoucie. En fait, et c'est aussi à la base de la création du parti, donc du FN dans les années 70. Faut pas oublier que ça a été créé pour adoucir l'image d'un groupe néofasciste qui s'appelait l'Ordre Nouveau. Et en gros, tout ça, c'était à l'approche des élections législatives de 1973. Et en fait, 51 ans plus tard, l'objectif, c'est le même. Il faut adoucir le parti pour qu'il soit plus identifié comme raciste. En fait. Ouais, je vois. Et du coup, on est passé par quoi ? Par quel procédé pour normaliser l'image du Rassemblement national ? Alors déjà, c'est Marine Le Pen qui travaille là. Ouais, elle bosse, hein. Ça fait quelques années, elle est au taquet. Donc voilà, Marine Le Pen, elle tente depuis plusieurs années de dédiaboliser, comme elle dit, le parti, quoi. Et donc, elle a commencé par exclure son père du parti. Donc, c'est lui qui l'a fondé quand même de base. Et en gros, tout ça, après ses propos sur les chambres à gaz, qui selon lui était un détail, entre guillemets, de l'histoire. Et en fait, il faut savoir que c'est la figure du racisme et de l'antisémitisme en France. Et du coup, s'en séparer, ça marquait un peu une rupture entre les anciennes idées et celles d'aujourd'hui. Même si elle porte son nom de famille. Hein. Oui, non mais oui. Et en fait, oui, non mais c'est la même chose. Rien n'a changé sauf le nom. Plus jeune. Voilà, on a le nom du parti qui a été changé. On est passé du Front National au Rassemblement National. Et Marine Le Pen, elle a aussi commencé à revendiquer un héritage gaulliste, alors que son père, ça fait des années qu'il le rejette. Mais elle a aussi essayé de faire passer le parti pour un parti moderne en s'intéressant à tout ce qui est sur les questions sur le droit de la femme, etc. Et en fait, ce qui l'a bien aidé aussi, on s'en rend pas compte, mais c'est l'apparition d'Éric Zemmour dans le paysage politique. Parce qu'en fait, dans la dernière campagne présidentielle, il a donné l'impression qu'il était encore plus extrême qu'elle. Mais grave, ça lui a tellement servi. Wow. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire que les programmes se sont vraiment adoucis dans le fond ? Bien sûr que non. Voilà, le bord politique il a pas changé parce que quoi qu'elle fasse, en fait Marine Le Pen ça restera le clone de son père et même si ce clone réduit son écart avec Macron, c'est toujours la même chose et encore plus avec cette loi immigration dont, je trouve que là on a sous les yeux
ce qu'elle voulait cacher. C'est ça. Mais après, ce qui est fou, c'était aussi le sondage Elab où 70% des gens en fait sont d'accord avec eux, et je trouve ça dingue. Et en fait, et même que des gens osent maintenant dire qu'ils sont d'accord avec les idées Front National, Rassemblement National, pour moi c'est la même chose. Honteux. Voilà. C'est ça. Genre juste ça montre à quel point ils ont réussi dans leur quête un peu diabolique c'est ça. idéologique d'adhérents, voilà. Simplement, et en gros, donc elle disait que c'était une victoire pour elle cette loi immigration, on l'a entendu tout à l'heure. Et en fait, je trouve que oui, elle a réduit l'hostilité du parti au mariage homosexuel, ou à l'avortement. Elle a pris ses distances avec l'antisémitisme et le racisme le plus visible. Le plus visible, hein. Ouais, mais en fait, elle croit toujours en la discrimination entre les citoyens français et les immigrés, que ce soit en matière d'emploi, de logement, de prestations sociales. Et en fait, elle souhaite à la fois réduire le nombre d'immigrés en France et rendre plus difficile d'obtention la nationalité française pour ces immigrés-là. C'est de la poudre de perlimpinpin. Exactement. C'est de la poudre aux yeux, tous ces changements, vraiment. Parce qu'en vrai, le fond, c'est toujours le même. Ouais, et le fond, il est toujours aussi pourri. Faut le dire. Mais en fait, aujourd'hui, Leïla présidente. Non, mais vraiment, faut le dire. Mais ce que je trouve inquiétant, en fait, c'est un peu l'absence de résistance, qu'il y a en face. En fait, on se dit toujours que le parti n'arrivera jamais au pouvoir, sauf que tous les ans, il grappille un peu plus de voix, et il arrive un peu plus loin dans les sondages, dans les élections. Et en fait, je trouve que c'est pas l'URN, Rassemblement National, Front National, Extrême Droite, etc., qui s'est banalisé, mais c'est juste la politique, les médias, la société. En fait, nous, qui avons un peu rendu banal le fait qu'un groupe de personnes se permettent de prôner l'absence d'égalité entre les êtres humains français et ceux d'ailleurs, la division et surtout la violence, quoi. Oui, il y a vraiment un clivage aujourd'hui dans la société. C'est de plus en plus marqué et les gens s'en cachent plus du tout. Et d'ailleurs, à 6 mois des élections européennes, la liste du Rassemblement National, qui donc est conduite par Jordan Bardella, comme tu as dit tout à l'heure, Leïla, cette liste, elle a pris énormément d'avance sur ses concurrents et elle part vraiment de très haut dans un bloc d'extrême droite qui est de plus en plus large. D'ailleurs, le 16 décembre dernier, il y a une enquête électorale qui a été publiée donc par Ipsos et Soprasteria en partenariat avec le Centre de recherche politique de Sciences Po et Le Monde, et le journal Le Monde. Et l'enquête, elle a révélé qu'il y a quand même plus de 28% d'intention de vote pour les élections du 9 juin 2024 pour le Rassemblement National. Donc écoutez, on vous en dira des nouvelles au moment venu. On est dégoûtés mais pas choqués. Mais on est de plus en plus radicaux d'un côté comme de l'autre. Et je pense aussi que les gens, ils sont hyper révoltés et que la plupart, ils pensent même pas à faire barrage, mais ils veulent plus voter ou plus. Ouais. Donc c'est chiant de se dire que... C'est ça. Non mais c'est affolant. En tout cas, je pense qu'on en reparlera au mois de juin de ces élections parce que ce sera le moment de faire un petit état des lieux. Alors, c'est le record inédit de ce début d'année et c'est le signe que la détermination, ça paye toujours. Écoutez-nous bien, la détermination, ça paye. Willis Gibson, un Américain de 13 ans, est devenu le premier humain à vaincre le mythique jeu vidéo Tetris après 40 minutes de jeu acharné et 3800 blocs empilés d'une manière très ingénieuse. Alors ce petit, il est très intelligent. Moi, je me demande comment il a fait. Vous, les filles, vous avez déjà joué à Tetris dans votre enfance ? Oui. Moi aussi, mais vite fait. Ah ouais ? Moi. Ouais, toi beaucoup ? Ah, j'ai squatté ça, Pac-Man, Snake, la Game Boy Advance, Game Boy Nintendo, tout, mais ouais. Ouais, mais elle, c'était une meuf des jeux vidéo. Petite. Ouais, j'avais la Play. On passait pas la manette. Mais Game Boy, on me l'a passé des fois et donc je jouais. C'est vrai parce que pour ceux qui nous écoutent, on a déjà parlé de jeux vidéo, notamment pour la sortie du jeu GTA, qui finalement a été encore repoussé à l'année d'après. Donc force à vous les fans. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer à Tetris, faut résister à la chute sans fin de tous les blocs là qui tombent et il faut les disposer sous forme de ligne. De toute façon, Leïla, elle va nous expliquer vraiment c'est quoi Tetris, etc. Et c'est comme dans Snake. En gros, plus on gagne des manches, plus ça va vite. Donc en vrai, c'est un vrai travail cérébrale et de rapidité, et c'est pour ça qu'on parle d'un exploit de l'exploit que le petit a réalisé, parce que d'autant plus que l'adolescent, donc sous son pseudo Blue Scutty, il a quand même réussi à faire planter le jeu en étant plus rapide que l'ordinateur. Écoutez juste, s'il vous plaît, les filles, écoutez sa réaction quand il a gagné en direct, et j'ai rigolé, genre vraiment, écoutez. Oh my god. Le mec est en syncope. Sa voix, c'est tachycardie, le pauvre. Parce qu'en fait, c'est un gamer, c'est un streamer, et du coup, on le voit en direct, tu vois. En fait, il y a le jeu. Par contre, trop bien qu'il ait un souvenir de la fois. Ouais. Et tu vois vraiment qu'il avait pas prévu le truc. Tu vois, en fait, il a vraiment fait cracher le jeu. Il est en mode, je suis trop intelligent. Ah, mais c'est à mourir de rire. Moi, j'ai rigolé de ouf. Oh my god. Après, il dit, je sens plus mes mains,
toi, c'est un truc de fou et tout. Le pauvre. J'espère qu'il a touché des thunes, hein, parce que ça, franchement. Normalement, quand tu bats un record, t'as un petit truc, non? En tout cas, je pense pour le stream, pour le nombre de vues. Je pense, je sais pas. En tout cas, moi, je sais pas combien de temps il s'est entraîné, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on n'aurait jamais réussi cet exploit. Franchement, la flemme. C'est pas moi. Vraiment. Moi, c'est sûr. Moi, je remplissais pas une ligne, je joue plus. T'as compris, moi, je perdais, ça me saoulait. Et pourtant, c'est quand même un jeu qu'on connaît tous depuis qu'on est toute petite. Et Leïla, justement, tu voulais revenir sur les origines du jeu Tetris. Eh oui, parce que moi, je voulais revenir sur les origines de ce jeu vidéo auquel on a tous joué sauf Flo, du coup. Mais un peu. T'as raté un Flo. Donc que ça soit sur PC, Game Boy ou sur nos téléphones. Et en fait, parce que derrière ce succès, il y a quand même eu des galères. C'est pas vrai. Allez, dis-nous tout. Et bah, je vous dis. Donc en fait, il était une fois. Donc en 1984, en pleine guerre froide en URSS, un jeune chercheur du nom de Alexei Pajitnov, accro à un jeu de société assez casse-tête composé de pentamino. Est-ce que vous connaissez? Non. En gros, pentamino, c'est des figures géométriques constituées de 5 carrés. Et en gros, le but de ce jeu-là, c'était un jeu de société familial et tout, qu'il avait acheté dans un magasin de jouets. Et en fait, l'objectif, c'était de rentrer chacun des pentaminos dans un grand rectangle. Il est pas drôle ce jeu. Moi, ça m'aurait pas acheté. Voilà. Mais en fait, ce casse-tête, il l'a tellement matrixé qu'il va en fait vouloir y jouer un peu partout. Et c'est pour ça qu'il va se dire, en fait, je vais le transposer dans mon Electronica 60. Donc, c'est un peu l'ancêtre de l'ordi. Et en gros, c'est un ordinateur russe sur lequel il n'y a pas de fonction graphique. Donc, il n'y a pas d'écran, t'as juste une petite ligne. Ouais. Et donc, en fait, vu qu'il n'y avait pas de fonction graphique, il s'est dit, je vais utiliser des lettres à placer sur une ligne, et une fois que la ligne sera remplie, je passerai à une autre et ça sera un peu comme ça à l'infini. Sauf qu'en fait, il a fait quelques petits changements, il a changé les pentaminos en tétraminos. Et du coup, Tetris, voilà. Donc et tétraminos, c'est des figures composées de 4 carrés. Et c'est là qu'il a programmé une ligne pour disparaître. Mais j'avais jamais compris que dans Tetris, c'était 4 cubes à chaque fois. T'es sérieuse? Mais ça, c'est la preuve qu'elle a absolument pas joué au truc. Elle a joué une fois, c'est pour ça. Du coup, Tetris est né. Moi, petite question, est-ce que ça a directement eu du succès? De ouf. En fait, notre Alexei, là, il a fait son petit boucan en Russie. Et en fait, le jeu, il a fait le tour des labos russes. Et vu que le challenge, il s'arrête jamais, les gens, ils vont littéralement devenir accros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le jeu le plus connu au monde. Ouais, et au-delà des ventes, en fait, c'est la longévité du jeu qui est choquante parce que depuis 1984, il y a presque rien qui a changé. Et toutes les tentatives de modernisation du jeu, elles ont toutes flop. Et en fait, c'est un peu devenu incontournable comme le Rubik's Cube, en fait. Mais comment on fait pour être aussi accro? Parce qu'en fait, le but, il est super simple. Il n'y a même pas de personnage, il n'y a rien. Ouais, en fait, quand tu regardes le jeu, tu te dis, c'est pas super élaboré. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de but de fou. Mais en fait, tout ça, ça vient du cerveau. Et c'est juste qu'on n'est pas satisfait tant qu'une tâche, elle n'est pas 100% accomplie. Et en fait, la ligne qui disparaît du bloc Tetris, ça stimule notre cerveau pour qu'on ressente de la satisfaction. Et en fait, cette satisfaction, elle est de super courte durée, vu que la tâche, elle revient indéfiniment. Enfin, elle revenait indéfiniment, vu qu'on a maintenant quelqu'un qui a terminé le jeu. Et du coup, pour jouer à Tetris, c'est une stimulation constante de notre cerveau. Et c'est vraiment ça qui a séduit les joueurs du monde entier et qui a permis de propulser la Game Boy déjà. Et à son lancement, par exemple, la console, donc c'était en 1989, le jeu, il a permis à Nintendo de gagner 32 millions d'euros quand même. Wow, en un an. Ça veut dire qu'Alexa, il a percé, il est devenu riche. Dans notre histoire, on aurait bien aimé, mais non. Attends, comment ça? En fait, Tetris, c'est surtout une grosse histoire d'arnaque. Parce que, il y a un point commun entre l'inventeur du post-it et celui du karaoké et celui de Tetris. Est-ce que vous savez c'est lequel? Hein? Quelle heure? En fait, c'est qu'ils n'ont pas touché un copec de leur invention sur le moment, alors que ça a eu un succès de fou. C'est pas trop vrai. Triste pour le karaoké boy. Trop triste pour le mec de Tetris. Non, mais le mec du post-it. Mais le pauvre. Sérieux? Attends, comment ça? En fait, en gros, donc on revient à notre guerre froide pour Tetris. Donc en 1984, et Tetris, en fait, ça a fini par arriver aux oreilles d'un certain Robert Stein, donc c'est un Anglais, qui s'est dit que ça serait cool de le commercialiser en Occident. Et en fait, il demande alors les droits à Alexei, mais en fait, ça suffit pas parce qu'on est pendant la guerre froide, et il faut aussi l'autorisation de l'URSS. Sauf que au moment où il demande l'autorisation à l'URSS, il vend aussi les droits de Tetris à Mirrorsoft, qui deviendra Microsoft, et à Nintendo. Et sauf qu'en fait, le contrat qu'il a signé avec l'URSS, c'est que il leur donne pas les droits. Les droits de Tetris, c'est à l'URSS. Donc le mec a vendu un truc qui ne lui appartient pas
à deux super gros éditeurs de jeux vidéo. J'ai pas les mots comme il s'est fait avoir. Ouais, mais du coup, en gros, il a rien pu toucher. Et toujours lire ses contrats. Toujours lire ses contrats au moins 2 fois et faire lire par une autre personne. Exactement. Et en fait, vu que les problèmes ils arrivent jamais seuls, pendant plusieurs années, on a Mirrorsoft et Nintendo qui vont aussi se disputer la licence du jeu. Je m'étonne. Et du coup, à coup de ruses et de millions de dollars, etc. Et tout ça, en fait, sans donner un sou à notre Alexei qui attendra 1995 avant de récupérer ses droits et de gagner son dû. Quand même. Il s'est obstiné comme ce petit garçon. Ouais, tant mieux. Je suis contente pour Alexei. Mais du coup, avec tous ces t'es sûr qu'il lâcherait pas, il a créé Tetris. Bien sûr. T'imagines, tu crées un truc qui a un succès mondial. Je vais jamais toi, lâcher. t'es encore en train de manger tes pâtes et tes raviolis chez toi, pendant qu'il y a des gens qui graillent du caviar parce qu'ils ont vendu ton truc qui est sorti de ton cerveau. Je peux pas y croire. Non. Vraiment, je peux pas. Donc bref, avec tous ces rebondissements, on comprend pourquoi Apple s'est dit que ça ferait un bon film. Et oui, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent voir en image tout ce que Leïla nous a raconté sur Alexei, notre gars sûr, sachez que le film Tetris est disponible sur Apple TV+. Il est sorti en mars 2023. Allez, je vous propose d'écouter un tout petit extrait de la bande-annonce. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. J'ai joué à Tetris pendant à peine 5 minutes, mais je vois encore des blocs tomber dans mes rêves. C'est de la poésie, l'art et les maths collaborant dans une bouleversante harmonie. C'est le jeu parfait. Tetris. 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 Pourquoi ce nom ? C'est le mélange du mot grec tétra, qui veut dire 4, et du mot tennis. Tennis. Le créateur russe est fan de tennis. Ce jeu n'est pas juste addictif, il s'installe littéralement dans votre tête. C'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Il n'y a que 10 autres personnes dans le monde qui ont vu ce que vous allez voir. Ça s'appelle la Game Boy. Vendez-la avec Tetris. Vous pouvez nous avoir les droits. Je suis sûre que vous avez grave envie de le regarder. Pour toutes les personnes qui nous écoutent. Flo, elle m'a regardé en mode MDR. Alors déjà que j'ai pas joué quand j'étais petite, je vais vraiment pas regarder le film, je t'annonce. Un film d'1h30. Mais fallait voir sa tête, c'était hilarant. T'es incroyable. Tout le monde veut le voir sauf Flo. Je te jure, vraiment. On s'est regardé pareil. Moi, ça m'a pas hypé, mais je connais l'histoire. C'est elle qui nous a raconté l'histoire d'Alexei. Cette histoire est folle, alors je vais regarder Tetris ce soir. On aime les success stories dans la pluie et le beau temps. Est-ce que vous saviez que les jeux vidéo ont des bienfaits thérapeutiques ? Ça fait travailler le cerveau et d'ailleurs, jouer à des jeux de société ou des jeux vidéo de stimulation de 2 heures pendant 2 heures par semaine, ça pourrait permettre de ralentir le degré du déclin mental associé au vieillissement naturel. En gros, ça permettrait de vieillir plus tard. Mais comme quoi, tout le monde critique les jeux vidéo. Incroyable. Et pourtant. Incroyable. Et au-delà de ça aussi, concernant Tetris, parce que c'est de ça qu'on parle, plusieurs études ont montré que les jeux pouvaient aider à lutter contre le stress, la douleur ou même d'améliorer les capacités cognitives. Docteur Flo, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Tetris est un outil thérapeutique du coup ? Mais tu es triste, joue à Tetris. Oh là là, le jeu de mots. Non, plus sérieusement, d'après le journal Molecular Psychology, Tetris pourrait être un outil médical pour les victimes de stress post-traumatique, rien que ça. Donc pour ceux qui savent pas, le stress post-traumatique, c'est un état qui peut arriver à des personnes ayant vécu un événement particulièrement violent, comme après par exemple une présence en zone de guerre, une agression sexuelle ou encore face à la mort d'un proche. Et cet état survient à la suite de cet événement ou parfois peut apparaître des mois, voire des années plus tard. Et un des traits principaux du stress post-traumatique, ce sont des pensées intrusives en fait qui font revivre du coup la tragédie. Ah ouais ? Et c'est évidemment, je pense, très difficile à gérer pour les victimes, ce souvenir. Mais ouais, faut aussi savoir que en fait, un souvenir, c'est très très fragile. C'est-à-dire que dans les premières heures après son acquisition, on peut modifier son ancrage. Ah ouais ? Et en fait, le fait de se concentrer très 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 fort sur une chose de visuelle peut interférer dans ce processus et donc détourner un choc psychologique. Vous me voyez sûrement venir, mais c'est là que Tetris entre en jeu. Donc il y a des chercheurs qui ont essayé plusieurs jeux avant de se rendre compte que ça fonctionnait en fait qu'avec Tetris. Donc l'expérience de la thérapie Tetris, c'était sur des personnes qui ont vécu un accident de la route, donc un stress post-traumatique. Et en gros, ils ont été scindés en 2 groupes. Donc il y a ceux qui ont joué dans les 6 heures et ceux qui n'ont pas eu accès à une console. Et en fait, c'est dingue, mais chez les gamers, du coup, on a remarqué une diminution de 62% des flashbacks. Bon, après, faut faire gaffe parce qu'il faut des études complémentaires
pour confirmer en fait et mesurer ces données. En plus, je trouve que ça semble un peu difficile à mettre en pratique tout ça. Bah grave, demander à quelqu'un de dire t'arrives à l'hôpital, où est la Game Boy? Tenez tout, c'est chaud. Non mais c'est encore pire, t'arrives traumatisé, on dit est-ce que tu peux jouer à Tetris s'il te plaît? Je pense que ça peut faire. Moi je pense à la Game Boy là, si toutes les Game Boy sont prises. On fait comment? Voilà. Non mais c'est grotesque. Mais justement, il y a une équipe de chercheurs qui sont allés plus loin. Donc c'est celle d'Emily Holmes. L'idée c'était de voir si ça pouvait marcher même après 24 heures. Tu vois, pas tout de suite. Donc le lendemain. Ouais, peut-être. Ou même après, tu vois. Et ils ont soumis à un panel de gens random du coup des images violentes pour générer des souvenirs négatifs et des pensées intrusives. Vous avez pigé. Et même constat en fait, les personnes qui ont joué à Tetris dans les semaines suivantes ont eu moins de flashbacks que les autres. Donc finalement, ça marche. Ça marche dans tous les cas. C'est énorme que ça marche qu'avec Tetris. Parce que des jeux un peu casse-tête, il y en a beaucoup aussi. Bah grave, et du coup parce que lui, il y a un truc visuel dessus hyper fort apparemment. Ça, en fait, ça peut être une alternative pour aider les patients rapidement. Ouais, mais totalement. c'est quoi ce délire? Mais après, ils mettent aussi en garde sur le fait que sous certaines conditions, c'est aussi hyper important en fait de ramener ses souvenirs de sorte à les rendre moins intrusifs plutôt que de les oublier. Il y a plein de gens qui veulent oublier, mais c'est cool aussi de faire une thérapie pour voir. Et donc le mieux, ça reste de travailler dessus dans ce cadre-là. Ok, et j'ai aussi vu que Tetris, en fait, ça fonctionnerait aussi pour corriger certains troubles de la vision appelés amblyopie ou pour les addictions en fait. Ouais, mais d'ailleurs pour les addictions, il suffit de jouer 3 minutes. C'est tout. Une blague. Ouais, ce serait une distraction du coup assez suffisante pour diminuer, je sais pas, une envie de fumer ou quoi, et ça marche à 14% pour toutes les pulsions diverses et variées. Mais en réalité, ça vaut pour n'importe quel jeu, genre Candy Crush, tu vois. En fait, c'est juste le principe de la distraction finalement. Ouais. Et après, le piège quand même, c'est de pas devenir addict à Tetris, parce que ça, ce serait. Oh, mais toutes ces blagues de Flo. Non, mais c'est vrai. Non mais si, c'est vrai, parce que Tetris ça peut rendre addict aussi, tu vois. Mais attends, d'ailleurs, parce que faut faire attention, t'as raison, tu parles d'addiction. Tu sais qu'il existe un syndrome qui s'appelle le syndrome Tetris. Ok. Vous en avez déjà entendu? Non mais c'est l'œuf ou la poule, on ne sait plus. Oui. En fait, c'est sérieux. Non mais c'est vrai, ça existe vraiment les filles, je vous jure. En fait, attendez, je vais vous lire la définition tout simplement. Le syndrome Tetris se manifeste lorsqu'un individu consacre tellement de temps et d'attention à une activité que cette dernière finit par modifier sa pensée, ses images mentales et son imagination. En fait, t'as que les petits blocs là dans la tête. Tu vois, tu ne penses qu'à ça et tu ne vois que. C'est de l'obsession, quoi. Mais moi, on a trouvé un mot. Ouais, c'est vrai. Non, mais attendez, c'est vrai, hein. C'est réel. Mais moi, ça me parle parce que, en fait, hier, du coup, pour tout expliquer. Vas-y, dis-nous tout. Pour faire ce sujet, j'ai voulu m'ancrer dans ce sujet, donc j'ai joué à Tetris hier soir. Et c'est pour ça qu'elle nous dit qu'elle a déjà joué. Elle a joué hier, mais elle a pas joué à la Game Boy. Tu as expérimenté le truc. Oui, sur mon téléphone. Et en fait, j'avais vu plein d'articles dire que ça pouvait aussi te faire rentrer dans un état de pleine conscience. Ouais. Ça s'appelait le flow, un peu comme du yoga. Exactement. Le flow. F-L-O-W. Ouais, c'est ça. Le flow. Et que du coup, ça pouvait réduire l'anxiété, le stress et tout. Je me suis dit, je vais essayer. Je suis un peu stressée là. Allez. Donc j'essaye. Et en fait, ça m'a hyper frustrée. J'étais trop. En fait, vu que c'est ni facile ni difficile, tu veux jamais t'arrêter parce que tu te dis j'arrêterai quand j'aurai perdu, mais tu perds pas. Et quand tu perds, tu te dis attends, mais je peux le gagner. Mais c'est grave le principe de tous les jeux addictifs. Non, genre mais Candy Crush, je me suis vue devenir addict à ça et je me suis dit ça peut pas marcher sur moi. Du coup, tu as le syndrome Tetris. Je pense. Mais au-delà des jeux de Tetris, vous avez déjà été accro à un jeu comme ça, très simple. Moi j'ai été accro aux Sims. Moi aussi les Sims, mais j'en dormais pas. Pareil. Mais tu vois, limite les Sims, j'avais oublié de manger. Les Sims, c'est moins, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que tu dois vraiment mener une vie. Tu vois, là c'est vraiment un truc tout con. Tu empiles des trucs, ou le Snake sur téléphone, ou Candy Crush. Toi, t'as déjà été addict à un jeu? Je peux pas dire que j'étais addict, mais j'avoue que si je commence, j'ai pas envie de m'arrêter. Genre j'ai trop le seum de perdre. Là récemment, j'ai joué à un jeu, je peux pas vous dire le nom, je me rappelle plus, mais c'est un truc où tu dois éliminer des boules de couleur. Tu vois, mais vas-y, j'avais trop le seum de perdre. L'esprit de compétition après, de ça, ouf, je trouve tu vois. qu'on le voit même dans les transports quand tu vois tous les gens sur Candy Crush ou sur plein de jeux. Mais j'ai grave joué à ça à l'aéroport en fait. J'ai grave joué à ça à l'aéroport. Je suis pas trop jeu. Moi, je vais plus être addict à d'autres choses qui font mal au porte-monnaie. C'est quoi d'autres choses comme ça? Non, mais genre m'acheter beaucoup de choses, tu vois. Donc pour régler mes addictions, mais si on commence à parler d'addiction, aïe. C'est mort, les gars, on va vous laisser à minuit, c'est mort. Faudrait que je me mette à Tetris pour me purger de mon addiction. Peut-être. En tout cas, les gens, si vous voulez jouer aux jeux vidéo à petite dose, parce que le syndrome Tetris, c'est réel.